Est-ce vrai que l'émission d'aujourd'hui a été tournée en Union soviétique? Oui, Bernard, c'est vrai. Ce n'est pas un rêve. Nous sommes sur la place Rouge à Moscou pour vous présenter cette émission spéciale. Les Maple Leafs de Verdun sont les champions du tournoi Midget Wrigley. Et ils sont présentement en Russie pour une tournée de 15 jours. Ils visiteront Moscou, évidemment, plus Leningrad et Riga. Ils disputeront 6 matchs de hockey et ils feront des visites qui vraiment vous émerveilleront. Alors l'équipe des héros du samedi veut être le lien, l'intermédiaire entre ces jeunes de Verdun et vous. Henri Parizeau, Madeleine Lafrance, Ronald Berthelet, Robert Champagne, Normand Duceppe et moi-même vous promènerons en Russie. Mais, vous le savez, il y eut une avant-première, un avant-goût, en somme, de ce voyage. Et c'était la visite des midgets russes au Canada. Votre guide, Pierre Dufaux. Février 1974. 25 adolescents, membres de l'équipe centrale de l'armée soviétique, arrivent à Dorval. Ils sont dirigés par le lieutenant-colonel Bistrov, chef de mission, et qui sera l'hôte des Leafs de Verdun dans leur tournée en URSS. Dès leur arrivée, ils ont consulté le programme de leurs activités en sol québécois, car avant tout, le but premier de ce voyage est un échange culturel. À Montréal, ces ambassadeurs soviétiques, dont l'âge moyen est inférieur à 16 ans, ont été invités au spectacle du planétarium de la ville de Montréal. Plusieurs activités culturelles étaient d'ailleurs au programme de la visite soviétique. L'adjoint à l'entraîneur-chef Anatoly Firsov s'entretient ici avec Boris Levine du service international de Radio-Canada. Monsieur Levine a fidèlement traduit en russe les explications d'or et plein, permettant aux visiteurs une meilleure compréhension du spectacle. Après une tournée rapide de la ville de Montréal, à l'heure du souper, il fait bon se retrouver autour d'une table bien garnie à l'hôtel Mont-Royal, où demeuraient les membres de la délégation soviétique. Les jeunes soviétiques ont fort apprécié les qualités de la cuisine typiquement canadienne. Ce soir, c'est la place des Arts qui les accueille. Ils sont venus goûter à la beauté du ballet Gisèle présenté par les grands ballets canadiens. Les organisateurs de ce séjour au Canada des jeunes soviétiques avaient su agencer un programme culturel bien équilibré. Pendant ces heures de loisirs, on oubliait la compétition et on tentait de s'approcher des coutumes de ses hôtes. Pour des jeunes de 15 ans, quel que soit leur pays d'origine, ces pays lointains relèvent toujours pour eux d'un certain mystère. Après la présentation du ballet Gisèle, ils ont pu rencontrer Madame Ludmila Cheriaev, la directrice des grands ballets canadiens. Et maintenant, place au hockey.
C'est à l'auditorium de Verdun qu'a eu lieu le premier des 6 matchs de la formation midget soviétique au Canada. Le poids moyen de ces joueurs, 165 livres. Face à eux, les jeunes représentants du Verdun, peut-être plus petits, mais certes aussi déterminés. Ce sont eux qui, dans quelques semaines, se rendront en URSS. C'est l'entraîneur de la formation russe, Nikolai Golmazov, qui a fait la mise au jeu officielle, entouré de représentants du hockey mineur canadien. Avant le match, selon une tradition du hockey européen, l'échange de cadeaux. Dans quelques instants, ce sera le début d'une intéressante tournée de l'équipe midget soviétique en sol canadien. Les 6000 spectateurs n'ont pas tardé à manifester. Un lancer frappé, d'abord repoussé par le gardien de but, a été repris par Gilles Poirier. Et Verdun menait 1-0. Dans ce premier engagement, Verdun a quelque peu dominé le jeu, mais les arrêts parfois spectaculaires des gardiens soviétiques les ont frustrés de quelques buts. Et à la 8e minute de jeu, lors d'une mêlée devant les buts, Andrei Chidin a créé l'égalité 1-1. Dans les minutes suivantes, les Leafs de Verdun ont été quelque peu débordés. Et cette fois, c'est le gardien Terrien qui a dû repousser les attaques soviétiques de plus en plus précises. À mesure que la période avançait, les Soviétiques retrouvaient leur cohésion et c'est finalement Shurenko qui allait leur donner une avance de 2-1. Et déjà, on sentait que les Soviétiques avaient décelé certaines faiblesses chez l'adversaire et qu'ils allaient en profiter. Ils patinaient plus vite et leur jeu d'ensemble était quasi impeccable, mystifiant de plus en plus la défensive du Verdun et obligeant le gardien à répéter les arrêts. À la deuxième période, la supériorité soviétique ne faisait plus l'ombre d'aucun doute. À la 12e minute de jeu, Shurenko perce la défensive et projette la rondelle dans les buts et c'est 3-1. Le nombre de lancers dans ce deuxième engagement est fort éloquent. 21 par les Soviétiques, 9 par Verdun. Notre point fort, avait déclaré Golmazov à l'arrivée de l'équipe à Dorval, est l'attaque. La preuve en est faite. Ici, Sergei Liak réussit le 4e but des Russes et après 2 périodes, c'est URSS 4, Verdun 1. Un fait a semblé surprendre quelque peu les spectateurs, soit le jeu robuste des visiteurs. Des 14 pénalités décernées durant la rencontre, 9 leur ont été imposées. Le moins que l'on puisse dire des joueurs du Verdun, c'est qu'ils étaient remplis de ténacité, ne cessant d'attaquer malgré un déficit de 3 buts. Après avoir raté un but, l'excellent jeu de passe russe se termine par leur 5e but, celui de Ivan Adviev au début de la 3e période. Quelques minutes plus tard, l'espoir renaissait chez les 6000 spectateurs entassés dans l'auditorium de Verdun lorsque Wayne Singleton a réussi le 2e but des siens. URSS 5, Verdun 2.
Les 7 dernières minutes de jeu allaient permettre à l'adversaire de concrétiser son avance. On songeait peut-être alors, dans l'assistance, à la célèbre série du siècle qui avait révélé aux Canadiens la valeur du hockey soviétique. Avant la fin du match, les Soviétiques avaient marqué 8 buts, Verdun 2. 50 lancés par les Soviétiques, 39 par Verdun. Pour ces jeunes, d'un côté comme de l'autre, ce fut une expérience heureuse. Après les félicitations d'usage, l'échange de bâtons. Le désir de se parler, arrêté par la barrière des langues. Les journalistes se sont entretenus par l'entremise d'un interprète avec Nikolai Golmazov. Et dans le vestiaire du Verdun, le directeur gérant Pete Singleton, quoique quelque peu déçu, a rendu hommage à ses joueurs. Pour ces 2 formations, ce n'était qu'un au revoir. À Sherbrooke, ils ont visité une usine de fabrication de bâtons de hockey. Après avoir humilié une formation de Longueuil par un pointage de 21 à 1, les jeunes Russes s'étaient rendus dans cette usine de Sherbrooke. Dans cette ville, malgré leurs 29 buts en 2 matchs, ils étaient attendus avec impatience. On prévoyait que les Castors de Sherbrooke allaient fournir aux Soviétiques leur plus forte opposition au Québec. On les invita non au Palais des Sports, mais bien à une usine de fabrication de hockey. Les Soviétiques, quelques heures plus tôt, avaient connu l'une des facettes de la démocratie canadienne, le droit de grève qui obligea les organisateurs à annuler le match prévu. Oubliant vite leur désenchantement de ne pouvoir affronter les Castors, ils ont été reçus en visiteurs de marque à l'usine de Sherbrooke. Ils ont pu y voir les différentes phases de la fabrication de bâtons de hockey. De nombreux cadeaux leur ont été remis et ils ont laissé libre cours à leur joie. Le prochain arrêt après Sherbrooke a été Trois-Rivières, ce qui a valu aux jeunes soviétiques de visiter un coin de la Mauricie. Le matin même du match, ils avaient couru 2000 avant le déjeuner, histoire de se maintenir en excellente forme physique. À Trois-Rivières, comme à Longueuil et à Verdun, ce fut une rencontre à sens unique, une attaque trop forte, un conditionnement physique supérieur à leurs adversaires et à nouveau du jeu robuste. À un certain moment du match, soit au milieu de la 2e période, les Soviétiques menaient 7-0. L'entraîneur Golmazov, après la victoire à Verdun, avait rappelé que ses joueurs pratiquaient au moins 3 fois par semaine pendant 90 minutes. Les méthodes d'entraînement, quoique adaptées aux midgets, ressemblent étrangement à celles de l'équipe nationale. Les exercices physiques prennent une place très importante. Pour la première fois depuis leur arrivée au Québec, les jeunes soviétiques ont vu l'arbitre leur imposer un lancer de pénalité lorsqu'un défenseur a fait trébucher Gaston Leblanc qui avait la voie libre. Mais le lancer a été raté, la rondelle touchant le poteau début. C'est vers la fin de cette 2e période que Régent Houle, malgré un déficit de 7 buts, a soulevé la foule en obtenant le seul but des Draveurs. Même si l'entraîneur Golmazov a déclaré que le point fort de l'équipe était l'attaque, il ne faut pas oublier la défensive. Les défenseurs ralentissent l'adversaire en leur servant de solides mises en échec. Qu'il suffise de dire que dans ce match,
Les Soviétiques ont écopé de 7 pénalités, mais pourtant, leur gardien Kirsanov a eu la tâche facile, ses joueurs contrôlant la rondelle de façon même surprenante lors de ces désavantages numériques. Le jeu de passe précis des Soviétiques a épaté les amateurs de hockey, partout où ils se sont arrêtés. Le jeu individuel est banni, la discipline de ces jeunes est exemplaire et tous leurs gestes visent le succès de l'équipe. Quel jeu que celui-ci qui a valu à Gordeev de réussir le 8e but des siens. Après le match, malgré une victoire de 11-1, Anatoly Firsov, l'adjoint à l'entraîneur, a plus qu'étonné les journalistes en faisant connaître ses réactions. Selon l'ancien joueur étoile de l'équipe nationale soviétique, ces jeunes protégés n'avaient pas fourni l'effort qu'on attendait d'eux. Ils venaient de connaître, selon Firsov, leur pire match de la série. Passe imprécise, lancer faible. Ils avaient pourtant gagné 11-1. De quoi satisfaire, avouons-le bien, le plus exigeant des partisans d'une formation. Troisième victoire soviétique au Québec en 3 matchs. Leurs attaquants ont marqué 40 buts et leur défensive n'en a loué que 4. En sortant du Colisée de Trois-Rivières, on peut se demander ce que pensaient ces milliers de spectateurs devant la supériorité évidente de la formation soviétique. Les Canadiens connaissent fort bien les chutes Niagara. C'est un endroit touristique célèbre et tous les jeunes rêvent d'y aller un jour. Les Soviétiques avaient eux-mêmes demandé à ce qu'on les amène à ces chutes. Par la même occasion, ils ont visité le musée de cire, y retrouvant quelques grands moments de l'histoire canadienne. Ils ont passé la journée à Niagara, prenant le repas dans le restaurant de la tour qui surplombe les chutes. Voilà un des aspects de la vie soviétique qui ressemble étrangement à la nôtre. La chasse aux souvenirs qui, pendant de longues semaines, nous fera rêver à ce pays nouveau qui nous a accueillis. Ces instants de repos permettent peut-être aux jeunes Russes de savourer leur succès canadien. Après 3 victoires au Québec, les Soviétiques, à leur premier match en Ontario, avaient vaincu une équipe midget d'Oshawa 16-6. Le prochain arrêt sera Ottawa. Dans la capitale fédérale, on a dignement souligné l'anniversaire de naissance de l'entraîneur Nikolai Golmazov. On pourrait mentionner ici que Golmazov, un diplômé de l'Institut de culture physique de Moscou, dirige l'équipe depuis 10 ans. On a ensuite remis au lieutenant-colonel Bistrov, le chef de mission de la délégation soviétique, une casquette des Expos de Montréal, de même qu'à tous les joueurs de l'équipe. Okay, give it to all the boys now. Good. All the boys. À Ottawa, en plus de visiter quelques sites historiques, les jeunes soviétiques ont profité de longs instants de repos. Dans une entrevue accordée aux journalistes, l'entraîneur Kolmasov a déclaré qu'il s'attendait à ce que ses joueurs remportent leurs 6 matchs en sol canadien. Il appartenait alors aux Golden Knights d'Ottawa de contrecarrer ses plans.
C'est un membre de l'ambassade soviétique à Ottawa qui a procédé à la mise au jeu officielle. À Ottawa, les soviétiques se sont heurtés à une opposition peut-être imprévue. L'échec avant des jeunes Canadiens a obligé leurs jeunes adversaires à modifier quelque peu leur style de jeu habituel. La robustesse et la détermination des Knights d'Ottawa ont en maintes occasions soulevé l'enthousiasme des 10 000 spectateurs. Ce sont les Soviétiques qui devaient ouvrir le pointage dès le début du match, lorsque le gardien n'a pu maîtriser la rondelle, reprise par Kabanov qui lance et compte. À remarquer, les Soviétiques portent un chandail aux épaulettes plus foncées que ceux des Canadiens. 4 buts ont été marqués dans les 5 premières minutes de jeu. C'est présentement 1-1. À la 3e minute de jeu, la fougue de Bob Smith dans le coin allait ouvrir la voie au but de Bill Neal. Et Ottawa prenait alors une avance de 2-1. Avant le match, Anatoly Firsov avait souligné que les Soviétiques devaient développer la robustesse et améliorer leur mise en échec, tout en conservant bien entendu leurs principes de base. Il croit au hockey robuste, ce qui ne signifie pas du hockey rude. En Union soviétique, du moins selon Firsov, le hockey est pour les jeunes une forme éducationnelle et un divertissement plutôt qu'une occupation et un métier. Les jeunes se maintiennent en forme physique en pratiquant plusieurs autres sports. Tout joueur doit fréquenter l'école. FDF, laissé sans protection devant les buts, crée l'égalité 2-2. Tout au long du match, suivant les conseils de leur entraîneur, les jeunes joueurs d'Ottawa ont tenté d'empêcher les Soviétiques de s'organiser dans leur propre zone, ce qu'ils ont assez bien réussi. L'entraîneur a aussi utilisé 4 trios et 6 défenseurs de façon régulière. Il avait remarqué dans les matchs précédents que les Soviétiques savaient profiter de la fatigue de leurs adversaires. Ils neutralisaient ainsi en grande partie l'avantage de l'excellente forme physique des visiteurs. Avant que la première période ne prenne fin, le Canada allait de nouveau prendre une avance d'un but. Lors d'une échappée, Tim Stanley a habilement déjoué le gardien. Et on comprend facilement la joie des jeunes joueurs du Ottawa. Dans les 15 premières minutes de jeu du deuxième engagement, on a assisté à du jeu défensif de part et d'autre. Ottawa cherchait désespérément à conserver une faible avance d'un but. Mais c'est finalement un beau jeu du défenseur Semelov qui allait à nouveau créer l'égalité. Il a compté d'un lancer du poignet. Quelques instants plus tard, une décision de l'arbitre allait soulever un tollé de protestations dans l'assistance. On voit l'arrêt du gardien russe, mais la rondelle glisse entre ses jambières et pénètre dans les buts. Le coup de sifflet hâtif de l'arbitre a cependant annulé ce but. 2 minutes plus tard, l'Union soviétique reprenait l'initiative de la rencontre. C'est l'échappée, 2 attaquants contre le gardien. Yevstifeyev choisit de lancer et c'est le but. URSS 4, Ottawa 3. Par la suite, il fallut attendre le dernier engagement avant que Bill Neal des Golden Knights d'Ottawa ne marque le dernier but de la rencontre, permettant à son équipe d'arracher un match nul 4-4. Les prévisions de Golmazov, 6 victoires en autant de matchs, étaient déjouées. Pendant que l'entraîneur des Golden Knights déclarait à qui voulait l'entendre qu'il avait trouvé la formule pour mettre les Soviétiques en échec, Anatoly Firsov critiquait le travail de l'arbitre qui, selon lui, ne voyait que les infractions du côté des Soviétiques. Ce match marquait la fin de la tournée officielle canadienne. Le lendemain, les Soviétiques, dans un match hors cadre, perdaient 4-1 contre une équipe midget de Toronto. Nous avons demandé à Robert Groulx, le chauffeur d'autobus qui a conduit les jeunes Soviétiques dans leur voyage au Canada, de nous parler de ces derniers. Oui, depuis mort du matin que la compagnie m'a envoyé avec le groupe des hockeyeurs russes.
Je ne m'attendais pas que ça dure si longtemps, mais par contre, j'ai dû plaire à quelqu'un, sans doute, étant donné qu'on a demandé que je reste là, jusqu'à temps que la tournée soit complètement finie. Ces enfants russes-là, c'est des enfants qui ne sont pas extraordinaires, ils sont pas, à part nous autres, ils sont exactement comme nous autres. Ils sont fantastiques à part de ça. C'est des jeunes. La première des choses dans l'autobus, qui est très rare, on les entend pas. Je pensais que ça allait être comme des groupes que j'ai déjà conduits antérieurement, que tu as de la misère à t'entendre fumer dans un autobus. Mais non, avec eux autres, tu les entends pas, ça dort, ou il va y avoir un petit groupe qui se ramasse en arrière de l'autobus, puis ça jase, tu les entends pas du trajet. Rendu à l'hôtel, c'est pareil. L'autobus se vide dans le temps de le dire, les bagages, ça traîne pas nulle part, c'est monter dans les chambres, ça prend 2 minutes. Puis surtout quand le coach demande, par exemple, avant une pratique ou avant une partie, il dit, bien, j'aimerais que tout le monde soit là, ou que le départ se fasse à 5h30, par exemple. Mais vous pouvez être certain qu'à 5h30, tout le monde est dans l'autobus, tout est fait pour les faire partir. Ça me manque pas, c'est à chaque fois. C'est formidable. Avant le retour en Union soviétique, chaque joueur de l'équipe soviétique a reçu un certificat de participation à l'émission Les Héros du samedi. Puis, le lieutenant-colonel Bistrov a remercié ses hôtes et leur a remis des souvenirs de son pays.